Zone Europe. Bonjour et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Bruxelles et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. À partir de janvier prochain, la France assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Quelles sont les priorités? Dans quelques instants, je recevrai l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne pour un éclairage. L'histoire de l'Europe. Winston Churchill, ancien officier de l'armée, a été journaliste de guerre et Premier ministre britannique de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955. Comment a-t-il œuvré en faveur de la construction européenne? Son parcours à suivre. Voyager dans l'assiette, le schnitzel, l'escalope de veau pané, une spécialité dont les Autrichiens et les Italiens se disputent la paternité et qui ne cesse d'être revisitée. Mais avant, que fait l'Europe dans notre région? Un exemple tout de suite. Zone Europe, l'Europe dans ma région. C'est un espace dédié à l'impressionnisme dans un cadre mêlant architecture contemporaine et jardin à seulement 45 minutes de Paris. Aujourd'hui, je pars à la découverte du musée de l'impressionnisme de Giverny et pour nous faire la visite, Cécile Stumpf. Bonjour Julien, bienvenue à Giverny et plus exactement dans le site du musée des impressionnismes. Nous présentons l'impressionnisme au sens large à tous les publics. Cette année au musée des impressionnismes, nous avons deux expositions qui vont être présentées aux visiteurs. Actuellement, vous avez côté jardin de Monet à Bonnat. Vous avez à peu près 120 œuvres de présentées que l'on va pouvoir découvrir ensemble. L'exposition commence avec un tableau de Claude Monet. Il s'agit de l'œuvre Jardin en fleurs à Sainte-Adresse. Notre directeur général, qui est également conservateur du patrimoine en chef, a eu l'idée pendant le confinement de mettre en place une exposition sur le thème du jardin, parce qu'avec cet enfermement, c'était quelque chose qui est devenu naturellement. Dans cette salle, c'est plutôt la femme qui est mise à l'honneur. C'est la mélancolie qui règne. L'exposition est divisé dans trois grandes salles. Il y a bien sûr l'impressionnisme, mais également le Nabi. C'est un groupement d'artistes qui peint à plat et sans relief, mais avec beaucoup de couleurs. On peut retrouver des œuvres de Bonnard ou de Villard. On vient de voir l'exposition actuelle ici à Giverny. Et avec le programme FEDER permettant de recevoir des fonds européens pour le développement régional, le musée a développé de nouveaux sites et activités, notamment sur Internet. Vous avez Iris et les graines lumineuses pour les enfants. Et également le site Internet de la galaxie de l'impressionnisme où vous visualisez en fait chaque étoile ou planète représente une œuvre d'art de l'impressionnisme. Vous cliquez dessus et vous avez tout le détail. Le musée des impressionnismes a également son propre jardin composé de 5 bancs de couleurs pour reprendre la palette en fait du peintre. Au-delà des jardins et des parterres de fleurs, il y a également 3 œuvres d'art présentées comme celle-ci d'Eva Jospin. Il s'agit d'une œuvre originale d'Eva Jospin, créée spécialement pour le musée, intitulée Bois des nymphes. Et Eva Jospin surtout aura une carte blanche au musée à compter du 19 novembre jusqu'au 16 janvier. Depuis 2009 et l'arrivée du nom impressionnisme sur la devanture du musée, le site fait découvrir aux petits et grands ce mouvement artistique. Alors pour ceux qui ne sont pas encore venus, l'impressionnisme vous attend. L'Europe s'est construite en grande partie grâce aux pères fondateurs de l'après-guerre. Parmi eux, on retient un Britannique farouche opposant d'Adolf Hitler et du nazisme. Il s'agit de Winston Churchill. Son parcours avec la Maison de l'Europe et Europe Direct. Zone Europe. Winston Churchill, ancien officier de l'armée, journaliste de guerre et Premier ministre britannique, est né le 30 novembre 1874 à Woodstock. Correspondant de guerre durant le conflit des Boers, il acquiert le statut de héros national à la suite de son évasion réussie d'Afrique du Sud. Il est élu au Parlement et sert dans divers gouvernements en tant que ministre de l'Intérieur et premier lord de l'Amirauté, équivalent du ministère de la Marine. En 1915, il est contraint de quitter le gouvernement et décide de retourner dans l'armée. Lorsqu'un nouveau gouvernement est formé en 1917, il devient ministre des Munitions. Dans les années suivantes et jusqu'en 1929, Churchill occupe les postes ministériels les plus importants. En 1940, il devient Premier ministre et dirige la Grande-Bretagne. Très grand orateur, ses discours féroces ont marqué l'histoire et apporté l'espoir durant la Seconde Guerre mondiale. Il mit en garde très rapidement de la menace que représente l'avancée nazie et la politique d'apaisement avec l'Allemagne. Ces avertissements sont ignorés et en 1939, l'Allemagne nazie déclare la guerre à la France et à la Grande-Bretagne. Sa lutte contre les nationalismes est la raison pour laquelle il pousse les Européens à se lancer dans la construction européenne. Il défend la nécessité d'une entente entre les pays européens pour garantir la paix, la sécurité et la liberté. Churchill fut l'un des premiers à lancer l'idée des États-Unis d'Europe, expression prononcée dans un discours à l'université de Zurich en 1946.
Avec cette ambition pour l'Europe, il plaide pour l'intégration européenne afin que les abominations des deux guerres ne se reproduisent pas, appelant d'abord à la création d'un Conseil de l'Europe. En 1948, 800 délégués de toute l'Europe se sont réunis à La Haye pour un grand congrès européen, avec Churchill comme président d'honneur. Le congrès a conduit à la création du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949. Churchill lui-même a assisté à la première réunion. Fervent défenseur de la création d'une armée européenne pour défendre le continent et amener à une diplomatie européenne, Churchill lance l'idée d'une instance pour la justice. La Cour européenne des droits de l'homme a été créée en 1959, 10 ans après sa volonté. Son action est importante dans la construction européenne pour les pays européens, mais ses intentions restent ambiguës quant à l'intégration européenne du Royaume-Uni. Il lorgne souvent du côté des États-Unis et une union des peuples de langue anglaise. Il voit parfois son pays seulement comme un parrain bienveillant de l'Europe. D'un autre côté, il estime que le Royaume-Uni doit répondre présent aux premières ébauches d'une communauté européenne. Ces positions ont notamment été utilisées par les deux camps lors du référendum sur le Brexit. Winston Churchill s'est également fait un nom dans la littérature et la peinture. Il a remporté le prix Nobel de la littérature en 1953. Il meurt en 1965 à l'âge de 90 ans. Zone Europe, l'invité politique. À partir du 1er janvier prochain et jusqu'au 30 juin 2022, et pendant 6 mois donc, la France assurera la présidence du Conseil de l'Union européenne. Quelles seront les priorités de cette présidence? Comment va l'Europe aujourd'hui? Je reçois l'eurodéputée Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes membre du groupe Renew Europe, vice-présidente de la Commission du commerce international et vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler comment fonctionne cette présidence tournante du Conseil de l'Union européenne? Déjà, rappeler qu'est-ce que le Conseil de l'Union européenne. Je pense que c'est important. C'est la réunion des ministres qui se réunissent en fonction des différents sujets. Les ministres de l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne. Et effectivement, cette institution a une présidence tous les 6 mois qui est exercée par un État. Et donc, comme vous l'avez rappelé, la France va exercer cette présidence à compter du 1er janvier pour les 6 mois. Elle prend la succession de la Slovénie. C'est un moment important parce qu'en fait, vous orientez les débats, vous présidez toutes les réunions et vous mettez en fait des sujets que vous estimez prioritaires à l'agenda politique européen. Et on sait que ce momentum, il est extrêmement important, bien sûr, pour la France parce qu'on a aussi l'élection présidentielle en même temps, mais aussi pour l'Union européenne qui est à la croisée des chemins et qui fait face à de nombreux défis. Alors, on a déjà quelques pistes sur les priorités possibles et les enjeux. J'ai lu que la présidence française se construira autour des notions relance, puissance, appartenance. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre réellement ? Alors, au-delà de la rime, l'ambition qui est portée par la présidence française, c'est véritablement aussi, de manière globale, avant de rentrer dans le détail, de européaniser complètement le débat. C'est-à-dire de ne pas avoir que des débats franco-français, mais bien être dans une logique européenne, de porter des ambitions communes et d'avancer sur un projet commun. La relance, on le voit, c'est la mise en œuvre du plan de relance, vraiment pour aussi bâtir l'avenir, pour avoir un projet d'investissement plus long terme, pour construire en quelque sorte un nouveau capitalisme responsable, social. Ça, c'est vraiment l'ambition de la relance. On a eu ce plan de relance inédit qui a été adopté. Maintenant, il faut qu'il y ait des effets dans tous les États membres de l'Union européenne et auprès de nos concitoyens. La puissance, c'est un petit peu le rôle de leadership de l'Union européenne. Et on le sait bien, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, c'est notamment le changement climatique. Donc il va y avoir différents dossiers. Il y a eu la présentation des lois climat qui ont été faites en juillet dernier. Donc maintenant, il va falloir avancer et avoir des ambitions très fortes, à la fois du côté justement du Parlement européen, et elles le sont, et à la fois du côté du Conseil, où il faudra trouver une majorité sur l'ensemble des sujets. Il y a d'autres enjeux sur le terme de la puissance, les volets numériques. Il y a des grands sujets dont on débat actuellement, qui est notamment la taxe sur les services numériques, comment on régule justement ces Google, Facebook, Amazon, à la fois sur le volet financier, mais à la fois en termes de contenu. Donc ça, c'est des grands débats que nous avons à l'heure actuelle. Donc comment l'Union européenne se positionne face à la Chine, face aux États-Unis, pour définir en fait une troisième voie, en quelque sorte. Et enfin, l'appartenance, on pense forcément au volet sur la citoyenneté quand on prend appartenance, un sentiment commun, mais c'est aussi comment on est une Union européenne qui soit beaucoup plus efficace, notamment sur le plan social, parce qu'on sait que c'est un frein pour l'acceptabilité de nos concitoyens au sentiment du projet appartenant à l'Union européenne.
Donc c'est la déclinaison de tout ce qui a été fait par le Portugal, notamment sur le volet social, avec les travailleurs de plateforme, la liberté de circulation. Ça sera tous ces enjeux dans le volet appartenance. Alors vous l'avez dit, le but c'est également de poursuivre ce qu'il s'est fait et pas de tout chambouler en arrivant. Actuellement, c'est la Slovénie, vous l'avez dit, qui est à la barre de l'Europe. Parmi ses priorités, l'état de droit et les valeurs européennes, ou bien encore le renforcement et la stabilité dans le voisinage européen, et notamment sur ces 2 derniers aspects. Ça s'est un peu accéléré ces derniers mois. Il y a eu par exemple le cas de la Hongrie, qui s'en est pris ouvertement aux droits des personnes LGBT. Que peut faire l'Europe pour s'opposer à ces divergences au sein de l'Union? Déjà, je crois que la première des choses, c'est de rappeler qu'effectivement, comme vous l'avez fait dans votre question, que l'Union européenne, c'est un projet commun qui est fondé sur des valeurs qui doivent être partagées par tous les États membres de l'Union européenne. C'est ce qui nous rapproche, c'est ce qui nous, justement, consolide cette vision commune et cette envie de bâtir ensemble. Donc, bien évidemment, il y a l'état de droit, il y a le respect de la dignité de la personne humaine, et on voit qu'effectivement, certains États membres de l'Union européenne, vous avez cité la Hongrie, on peut aussi citer la Pologne, ne respectent pas les règles de l'état de droit. Et que peut faire l'Union européenne? On le voit, en fait, le levier le plus efficace, c'est le levier budgétaire et le levier financier. Et c'est pour ça que le Parlement européen, notamment avec l'adoption du plan de relance, s'est battu pour ce qu'on appelle la conditionnalité à l'état de droit. C'est dire que les États qui veulent obtenir des financements européens le peuvent s'ils respectent complètement les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Et là, au vu de l'exemple que vous citez, on le voit bien, ce n'est pas le cas. Donc l'Union européenne et le Parlement européen spécifiquement poussent la Commission européenne pour dire « Attention, les États qui ne respectent pas les règles européennes, les valeurs fondamentales, n'auront pas accès au financement européen. » Ça, c'est, on va dire, un des leviers le plus efficaces, le levier économique, même si, bien évidemment, il y a tout le travail diplomatique qui est fait également en parallèle. Alors, d'après les premiers résultats de l'étude Eurobaromètre sur l'avenir de l'Europe, près de la moitié des Européens ont une image positive. Ça veut également dire que la moitié n'ont pas forcément une très bonne image. Alors, pourquoi est-ce que l'Union européenne est accusée de tous ces maux, finalement ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'axes qui pourraient être pris. Je pense que la difficulté prioritaire qu'a l'Union européenne, c'est souvent qu'elle est peu lisible et peu visible. Ce qui est positif et ce qui est fait par l'Union européenne va souvent être nationalisé, et quand les États vont être mis en difficulté, il est facile d'accuser Bruxelles sans spécifier qui est à Bruxelles et ce que fait l'ensemble des institutions européennes. Donc il y a ce manque de lisibilité, ce manque de clarté. Et puis il y a aussi un défaut, peut-être nous-mêmes aussi, parlementaires, médias, etc., de comment on fait une pédagogie de manière claire, de manière vraiment aussi objectif sur les questions européennes. Et c'est là où la conférence sur l'avenir de l'Europe doit jouer ce rôle-là, débattre de quel futur on veut réellement bâtir ensemble. Et aussi, je crois qu'un des éléments fondamentaux qui fait que les citoyens peuvent se détacher du projet européen, c'est l'efficacité en lui-même des mesures qu'on peut adopter. On le voit souvent, les débats que nous avons au Parlement européen, où quand on adopte certaines positions, il y a un temps qui est long dans la mise en œuvre et dans les effets réels qui sont... Est-ce que finalement le Parlement européen, c'est pas trop gros des fois pour prendre des décisions rapides? On l'a vu notamment avec les décisions sur l'épidémie de coronavirus, pour avoir des vaccins. Même l'OMS a condamné au début la stratégie vaccinale de l'Union européenne, la lenteur de l'Union européenne. Je pense qu'effectivement, je ne dirais pas que le Parlement européen, on va dire l'Union européenne dans sa globalité, c'est vrai que c'est aussi un système démocratique, donc ça a un temps long parce que vous devez mettre 27 États membres d'accord, vous devez mettre l'ensemble des parlementaires qui siègent ici d'accord, donc ça prend du temps parce que nous n'avons pas tous forcément les mêmes intérêts, la même histoire, la même langue, les mêmes envies, donc il faut ce travail. Et par contre, je pense que quand on est véritablement, et c'est souvent ce qu'on dit, au pied du mur, l'Union européenne, elle est capable de se mettre d'accord. Ça a été le cas avec le plan de relance. Et ce qui est triste, c'est justement qu'il faut qu'elle attende d'être au pied du mur. Et c'est tout ce travail qu'on doit mener ensemble. Et je pense que souvent, nos concitoyens sont plus prêts à faire ce pas, à travailler à l'échelle du projet européen, notamment sur les questions de changement climatique dont on parlait tout à l'heure, que nos chefs d'État et de gouvernement qui, au final, quand vous transférez une part de compétence ou de souveraineté à l'Union européenne, ça veut dire que vous abandonnez certains pans de vos compétences. Donc souvent, les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas prêts à cela. Alors surtout, les peuples également, là où ça pêche, je le vois sur Internet, les gens en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils aimeraient que leur voix soit plus prise en compte lors des décisions. Ils sont 55% à le penser concernant l'avenir de l'Europe. Il y a justement, vous le disiez, la conférence
sur l'avenir de l'Europe, une large consultation qui est engagée. Comment est-ce qu'on peut donner son avis et y participer ? Alors, il y a déjà des éléments qui permettent d'avoir des systèmes de mise en place de démocratie participative qui sont, là aussi, on parlait du manque de lisibilité et de visibilité de l'action européenne, comme saisir le médiateur européen, le droit de pétition. Moi, je siège dans la commission de pétition et justement, je vais présenter un rapport sur comment on accentue la participation de nos concitoyens. Ces droits sont souvent peu connus. Donc ça, c'est un élément. Donc il y a on va dire la stratégie de communication de l'Union européenne est sûrement à revoir. Et puis, il y a des obstacles qu'il faut lever, notamment les barrières linguistiques. On a la chance, nous, d'avoir une langue française qui est parlée et qui est une langue de travail au Parlement européen. Ce n'est pas le cas pour toutes les langues de l'Union européenne. Et on sait bien, finalement, on parle plus du globish aussi dans les institutions européennes. Donc, il faut supprimer toutes ces barrières linguistiques aussi. Il faut à travailler sur davantage de transparence. Donc tout ça, ça doit être mené pour faire en sorte que la démocratie participative, elle soit complètement connue et elle soit pleinement exercée. Et là aussi, je pense que la conférence de l'avenir sur l'Europe, elle a un rôle fondamental pour ça, pour réfléchir à comment on veut travailler de concert, comment aussi, justement, la démocratie ne s'exerce pas au niveau européen que tous les 5 ans avec les élections au Parlement européen, mais de manière régulière, comment on renforce nos liens, à la fois les ministres, à la fois les parlementaires, à la fois avec les scolaires. On a hâte de pouvoir réaccueillir du monde au Parlement européen parce que je pense que quand vous venez à Bruxelles, à Strasbourg et quand vous vivez dans cette bulle parfois un petit peu, vous vous rendez davantage compte justement quand vous évoquiez ce temps long de mise en œuvre, vous comprenez le processus décisionnel de manière un peu plus prégnante. Et donc ça, il faut qu'on le renforce. Mais nous, il faut aussi qu'on soit beaucoup plus présents sur le terrain à expliquer notre rôle et à être complètement connectés aux enjeux à la fois de nos concitoyens, à la fois de nos entreprises qui demandent davantage de protection souvent de la part de l'Union européenne. Et ça, on doit être aussi plus proactif dans ces aspects-là. Alors je redonne l'adresse de la plateforme, c'est futureu.europa.eu si jamais vous souhaitez participer à cette conférence de l'avenir sur l'Europe. Merci beaucoup Marie-Pierre Védrenne d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes membre du groupe Renew Europe, vice-présidente de la Commission du commerce international et vice-présidente de la délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Zone Europe Voyage. Alors restez encore un peu avec nous, je vous propose un voyage dans l'assiette, le schnitzel. Vous connaissez le schnitzel ? Non. L'escalope de veau pané. Ah oui, ça me parle plus. Vous connaissez peut-être un peu plus. C'est un plat dont les Italiens et les Autrichiens se disputent la paternité. Et je vous propose de suivre la recette au poulet de Yariv, chef du restaurant israélien Salatim à Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette qui est emblématique de Salatim, qui a fait un peu la renommée de ce restaurant. C'est le schnitzel. C'est une escalope de poulet pané, qui est un peu la recette de ma maman. Donc j'ai beaucoup d'affection pour cette recette. C'est un plat qui se mange tout le temps, en fait c'est un plat d'enfance, on peut le manger tous les midis, ça se trouve dans les cantines, etc. Mais nous particulièrement on le mangeait le vendredi soir, tout en famille. Et en fait un vendredi sans ce schnitzel, pour nous c'était pas un vendredi normal. Et vraiment c'est un plat emblématique que même quand je retourne en Israël pour visiter ma famille, ils savent très bien que s'il n'y a pas une assiette qui m'attend, je retourne à Paris. Pour 2 escalopes de poulet, on va retrouver du sel, des gousses d'ail, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de concentré de tomate, du poivre, du vinaigre et des œufs. Et pour terminer, de la chapelure de pain, d'accord, qui est déjà un petit peu assaisonnée avec des graines de sésame. On va commencer par la viande, donc le poulet, d'accord. On utilise du blanc de poulet simple, fermier. Moi j'aime bien montrer une petite technique, d'accord. Donc là c'est un filet entier. La première étape c'est d'enlever le petit filet du grand filet, tout simplement à la main. Ensuite on va inciser en plein milieu sans aller jusqu'au bout. D'accord. Et là c'est la technique en fait où on va escaloper le blanc de poulet. D'accord. Un côté fin et un côté épais, comme ça vous avez le croustillant et aussi le côté charnu du blanc de poulet. On va faire notre mélange d'œufs. Donc on va utiliser pour cela un œuf. On va commencer par le battre. Et on va y mettre un petit peu de poivre noir, un petit peu de sel. On va mettre
Donc ça va servir bien sûr aussi de marinade, donc d'assaisonnement nos escalopes à l'intérieur. Et on va tout mélanger. Voilà. Cette préparation elle peut être faite la veille, si vous voulez laisser aromatiser vos escalopes. Mais sinon, quelques minutes suffisent. Arrive l'étape où on va paner les escalopes, où on va les enrober de chapelure de pain, qui est mélangée avec du sésame, du poivre, du sel, donc une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de paprika rouge et un peu d'ail en poudre. Ça, c'est la recette de ma maman. Délicatement enlever l'excédent d'œuf et on va les plonger dans un premier temps d'un côté et ensuite de l'autre. Bien faire que la chapelure s'accroche bien sur toutes les surfaces. Une surface égale. Et on va les poser dans l'assiette. On va bien faire attention qu'il y ait de la chapelure partout. On va la cuire dans une poêle avec de l'huile de tournesol, 2 minutes de chaque côté. Donc dans une poêle, j'ai mis de l'huile, un fond d'huile, mais quand même environ 2-3 bons verres d'huile de tournesol. Ce qui va permettre de cuire uniformément l'escalope de poulet. Et pendant ce temps-là, on va faire la sauce. Donc pour la sauce, on fait une dérivée de la mayonnaise. On va prendre, comme pour la mayonnaise, que les jaunes d'œufs. On va en prendre 2. On va clarifier les jaunes. Le premier et le deuxième œuf. De la moutarde. Une cuillère à café. Et on va commencer par gentiment battre la moutarde et les jaunes d'œufs. Pour 2 jaunes d'œufs, je mets l'équivalent de 500 ml d'huile de tournesol. Donc là, vous avez la base de votre mayonnaise. Ensuite, je prends mon vinaigre, une pincée de sel. Je vais faire fondre le sel dans le vinaigre pour pouvoir assaisonner la sauce avec. Donc, je verse délicatement l'équivalent d'une cuillère à café. Une petite pincée de concentré de tomate dedans. Un petit peu de poivre. Et encore une fois, une demi-gousse d'ail. Pour bien saisir la chapelure et éviter que l'huile pénètre à l'intérieur et que ça devienne une escalope trop grasse. Donc c'est très important, il vaut mieux attendre 2-3 minutes supplémentaires pour que ce soit bien chaud et que ça puisse cuire rapidement l'escalope de poulet. Donc on va plonger les escalopes une à une. Délicatement. Donc là, on va laisser cuire environ 2 minutes de chaque côté. Donc dans 2 minutes, on va les retourner et laisser encore 2 minutes. Et après, on va préparer un petit bac avec du papier sopalin pour absorber l'excédent d'huile. Je vais aussi vérifier les grandes escalopes. Voilà, on est pas mal. On va retourner. Donc là, on va les retirer les petits. On égoutte bien. Il ne nous reste plus qu'à dresser. Ensuite, on va disposer par-dessus les escalopes. Et ensuite, on va mettre des branches de coriandre par-dessus et de la fleur de sel. Donc voilà, je vous présente la recette des schnitzels de ma maman. C'est des escalopes de poulet panées qui ont bercé mon enfance. C'est des escalopes de poulet qui sont panées avec une chapelure légèrement assaisonnée, avec des graines de sésame et des épices, et qui va être frit d'une certaine façon, qui ne va pas être trop grasse et qui va être très légère et croustillante. Les expressions populaires pleuvoir en abondance. Les Français disent pleuvoir comme vache qui pisse. Que dit-on ailleurs? Regardez.
Zone Europe, expression d'ici et d'ailleurs. En Allemagne, on dit « Es regnet Katzen und Hunde », ce qui signifie « il pleut des chats et des chiens ». En Italie, on dit « piovere a catinelle », cela signifie « pleuvoir à cuvette ». Au Royaume-Uni, on dit « It's raining cats and dogs », ce qui veut dire « il pleut des chats et des chiens ». Zone Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Bruxelles. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation, mais également sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Zone Europe sur Sensation. Zone Europe avec le soutien financier de la région Île-de-France.